Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, Meta-Canada passe des paroles aux actes. Encore une sentence bonbon pour un père de famille violent. Mois historique pour les cinémas au Canada et un record de chaleur mondiale battu en Arizona. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue dans un tout nouvel épisode de Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Bonjour Florence. Première nouvelle qui retient l'attention, Meta-Canada qui a annoncé mardi qu'elle mettait fin définitivement à la disponibilité des contenus d'actualité sur Facebook et Instagram au Canada. Ces changements-là entrent immédiatement en vigueur pour tous les utilisateurs de ces deux plateformes-là et vont être déployés dans les semaines à venir, ce qui veut dire concrètement qu'il va être impossible pour les utilisateurs des deux plateformes Facebook et Instagram de lire, de partager des nouvelles d'actualité canadiennes sur les deux plateformes. Et cette décision-là intervient après l'adoption de la loi sur les nouvelles en ligne par le gouvernement Trudeau en juin dernier. Et il y a déjà certains utilisateurs qui avaient été privés d'accès au contenu et aux pages dans certains médias canadiens et québécois lorsque Meta avait prétendu mener là, des tests. Mais là, ça devient plus officiel. Donc, tout le monde dans les prochaines semaines devrait se voir bloquer le contenu d'actualité canadien. Et en juillet, Meta avait aussi annoncé son intention de mettre en place des blocages dans quelques semaines. Comme j'ai dit, le temps de faire des tests, mais on savait pas trop quand ça allait arriver. Et là, aujourd'hui, on a vraiment eu plus de détails, sachant que ça devrait s'opérer très rapidement. On peut écouter Patrick White, professeur de journalisme à l'UQAM, sur le sujet qui va nous répéter, nous résumer cette saga-là qui était au micro là, de Marie Montpetit à Cube Radio. Donc, il y a eu un briefing de Meta vendredi dernier. On était 7-8 sur l'appel. On disait ça va être plus tôt que tard, le blocage. Malheureusement, on s'attendait à ce que ça se fasse dans 5 mois et finalement, ça commencerait aujourd'hui. En ce moment, c'est un Canadien sur 40 de façon aléatoire qui n'est plus capable de partager les contenus des médias canadiens. Ça inclut les articles, ça inclut les vidéos et les contenus audio. Donc, évidemment, Cube Radio va être touché grandement par ça. Et les conséquences de cette mesure-là pourraient vraiment être importantes. On en parle depuis plusieurs mois pour les utilisateurs qui comptent sur ces plateformes-là pour accéder à des actualités, des informations. Jean-François, c'est beaucoup de gens. On a l'impression que c'est tout le monde en 2023 qui va directement sur les sites de médias comme le Journal de Montréal pour aller lire. Mais c'est faux, surtout les jeunes qui vont beaucoup s'informer à travers Instagram et Facebook. Donc, ça va faire mal. Ah, ça va faire mal. Puis là, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent puis ils se disent « Ouais, eux autres, ça les touche directement là, à cause de Cube. » Puis là, c'est pour ça qu'ils en font tout un plat. Mais c'est je dirais, historique ce qu'on vit. Parce que là, c'est le Canada. Il y a eu l'Australie. La Californie en parle aussi. Ça va devenir planétaire éventuellement. Puis c'est pour ça que Meta joue les gros bras. Parce qu'ils veulent pas que le Canada serve d'exemple après ça à un autre pays, qui va servir d'exemple à un autre pays, etc., etc. Mais c'est important pour les salles de nouvelles, pour les revenus des salles de nouvelles. Mettons aujourd'hui, là, une petite nouvelle sur les microbrasseries. Par exemple, qui peuvent pas vendre. Bon, vous allez dire, c'est banal, puis vous auriez pas vu ça au bulletin de nouvelles, au gros bulletin de nouvelles le soir. Là. Fait que c'est à ça que ça sert un journaliste qui va s'intéresser à ces nouvelles-là. À partir du moment où on n'a plus de salles de nouvelles ou qui sont diminuées, mais qui va aller voir si tel parti politique a pas fait de la magouille, a pas fait des versements? Qui va enquêter? Qui va relayer cette information-là? Donc, c'est super important dans la démocratie, super important aussi au niveau de... On veut que la population soit éduquée, soit informée. On veut pas avoir les actualités des États-Unis puis se faire brainwasher parce que les autres vont véhiculer, parce que ça va toujours être disponible, là, cette information-là. Donc, on veut que les gens soient au courant de ce qui se passe chez eux. Donc, c'est un gros bras de fer. Puis moi, là, je suis fier que le Canada soit chef de file là-dedans, oui, vraiment. Parce qu'une grande partie de la population, ce qu'ils font, c'est, tu l'as dit, vont s'abonner à par exemple, le Journal de Montréal, mais sur Facebook. Donc, dans leur fil d'actualité, vont voir, c'est sûr, pas toutes les nouvelles du jour, mais les plus grandes, aller cliquer sur l'article qui, là, va nous mener au site de nouvelles. Mais Facebook et Instagram étaient une grande façon de relayer le contenu. Là, ça va être interdit. Il y a déjà beaucoup d'utilisateurs là, qui sont déjà plus capables depuis plusieurs jours. Et des fois, on n'est pas abonné non plus. Des fois, c'est par accident.
Ouais. sur Facebook. Là, Notre on se ami a promène. tagué un Notre ami a autre. là. tagué. Puis là, tu fais, ben, Caroline, c'est un sujet qui m'intéresse. Ou, tu sais, fait que là, si tu n'as plus accès à tout ça, puis tout ce partage-là de nouvelles, puis de champs d'intérêt, parce que, tu sais, on va se le dire, là, la vie va tellement vite. Nous autres, oui, là, parce qu'on travaille là-dedans, mais c'est pas tout le monde qui est abonné à la presse, le Journal de Montréal, Le Droit, Le Devoir, Le Nouvelliste. C'est pas... fait que souvent, grâce à Facebook, parce qu'on va leur donner ça, ça nous envoyait des nouvelles qui nous intéressaient, dans des champs d'expertise qui nous intéressaient parce qu'on l'avait déjà liké, on l'avait déjà partagé. Fait que là, on était au courant, ils savaient qu'on venait de telle région. Tu sais, des fois, c'était un peu épeurant là, qu'ils en sachent autant sur nous. Ouais. Mais reste que c'était très utile dans le domaine de l'information. Là, si tu perds tout ça, c'est inquiétant. On va souhaiter que le Canada continue à se battre. Ouais. Et on a hâte d'entendre la nouvelle ministre responsable du patrimoine à ce sujet-là. Elle s'est toujours pas exprimée à ce sujet-là en ce moment. Je vous rappelle qu'elle a pris la place, en fait, Pascal Saint-Onge a pris la place la semaine dernière de Pablo Rodriguez, qui était autrefois le ministre du patrimoine. C'était lui qui faisait les négociations dans le projet C-18. Là, la semaine passée, il y a eu un remaniement ministériel. C'est Pascal Saint-Onge qui a pris sa place. Donc, bien hâte de voir où ça va continuer avec elle et qu'elle réagisse aussi. Il y a eu d'autres réactions du côté politique, là, quelques-unes. Pierre Poilièvre, le chef du Parti conservateur du Canada, qui dit qu'il trouve ça incroyable dans une démocratie que le premier ministre ait adopté une loi pour bloquer les nouvelles d'Internet. Il dit qu'on se croirait en Corée du Nord. Bon. De son côté, c'est Lui, il attaque Justin Trudeau. Là. Lui, il n'est pas dans le débat. Il y a aussi Pierre Calpelado qui dit que Meta là, confirme sa position dominante en mettant à l'index tous les contenus journalistiques, un comportement de censure sauvage, digne des grandes noirceurs. Il ne mâche pas ses mots. Il dit que les organisations canadiennes doivent continuer à se battre dans ce dossier-là. Il y a aussi là, le Bloc québécois qui dit qu'eux vont toujours se tenir debout pour les médias. Donc, on va assurément continuer à en parler. On a hâte aussi là, de voir les réactions du gouvernement canadien dans le dossier, mais c'est certain, on le dit, ça va faire mal puis ça va continuer dans les prochaines semaines. On continue l'épisode avec une nouvelle judiciaire qui a fait grandement réagir, en grande partie à cause de la petite peine qu'un père de famille en Mauricie a écopé. En fait, ce père-là a écopé de 5 mois de prison pour avoir battu et fouetté à coups de ceinture pendant des heures ces deux jeunes filles uniquement parce qu'elles communiquaient avec des garçons. Je vous résume un peu le jugement de la Cour du Québec qui a été fait par Annie Vanas, qui dit que les gestes qui ont été commis par le père l'ont été sur plusieurs heures et qu'il ne s'agit pas là, de mouvements spontanés ou irréfléchis, que ça a vraiment été fait de manière calculée et délibérée qui s'apparente à de la torture. Et la magistrate a imposé là, une peine globale de 5 mois d'emprisonnement à ce père de 49 ans-là. Je vais un peu vous résumer où ça a commencé, ce qu'on raconte dans l'acte d'accusation. Tout ça aurait débuté quand une des filles de 18 ans refusait de répondre à des appels sur son cellulaire en présence de son père. Ça a attiré l'attention du père, si bien que ce dernier a lui-même répondu et il a interrogé la personne au bout du fil sur son identité, qui était un jeune garçon qui est resté assez silencieux. Et le père, vraiment contrarié, a décidé de fouiller le téléphone de sa fille. Il a trouvé des échanges de sa fille de 18 ans avec un garçon. Elle lui a renvoyé des photos d'elle nue. Et ensuite, il a pris le téléphone de sa plus jeune fille de 16 ans, qui a découvert qu'elle aussi discutait avec des garçons. Et c'est là qu'il aurait tassé la table, frappé ses filles avec ses mains à coups de poing. Il aurait utilisé une ceinture pour leur donner des coups sur tout le corps. Et sa conjointe aurait tenté de freiner ses agissements, mais sans succès. Il aurait trouvé le plus tard ses filles complètement mal en point, recroquevillées, tenant leurs jambes repliées vers elle, pleines de bleu. Et ces jeunes filles-là se sont rendues le lendemain à l'école. Et c'est là que les autorités, évidemment, ont vu que les jeunes femmes avaient plein de marques de violence. Et c'est là que le cas s'est rendu en cours. C'est certain, ce qui fait réagir Jean-François dans tout ça, c'est la peine, qui est seulement de 5 mois. Et aussi, le tribunal a essayé de plaider pour expliquer cette peine-là, qu'ils ont dû considérer le fait que le comportement du père était toléré dans son pays d'origine, qui est le Maroc. Lui a immigré ici à peu
peu près 10 ans. Et il aurait lui-même, au Maroc, subi des châtiments corporels légers durant son enfance qui peut influencer le fait qu'il reproduirait la même chose sur ses filles. Non, ça c'est la défense qui dit ça, mais non. Mais c'est certain que c'est un peu ça qui a influencé la peine. Mais ça fait vraiment réagir parce que nous, ici, c'est pas accepté, que ce soit accepté dans n'importe quel pays du monde que tu peux frapper tes enfants. Ici, ça l'est pas. Puis une peine de 5 mois, surtout quand on sait à quel point les agresseurs peuvent sortir à un tiers de leur peine. Il fera pas beaucoup de temps en prison. À l'Halloween, il va être dehors. Ouais. À l'Halloween, il va être revenu. Et ça, c'est tout le débat de quand les gens arrivent ici, est-ce qu'on les éduque correctement sur comment ça se passe au Québec? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire? Et là, tu sais, heureusement, là, parce que, tu sais, si les petites filles, ils n'avaient pas envie de montrer le cellulaire à leur père, c'est qu'ils en avaient déjà peur. Ils savaient déjà que leur père... Ils savaient qu'ils n'allaient pas dire « Ah ben, hey, je t'enlève ton téléphone ». Ils savaient probablement que ça allait brasser plus que ça. Fait que heureusement qu'ils sont allés à l'école puis qu'on s'en est rendu compte. Heureusement qu'il y avait les jambes découvertes, les bras découverts, qu'on pouvait voir ces choses-là, parce que dans certaines religions, on peut pas voir c'est ce qu'il y a... On comprend, C'est ça. On comprend que la mère aussi est un peu soumise dans cette histoire-là. Ben oui. Là, tu sais, elle était là, elle n'a pas pu rien faire, puis les jeunes filles se sont rendues à l'école le lendemain, un peu comme si de rien n'était. Ils ont trouvé ça à ce point normal qu'ils ont envoyé leur fille à l'école. Tu sais, c'est ça qui est dérangeant parce que, tu sais, mettons, s'il s'était rendu compte que c'était pas correct, il aurait fait, ben là, pour la prochaine semaine, vous allez étudier de la maison, là, on va dire que vous avez la gastro, puis ça va finir là. Mais non, ils ont trouvé ça, ouais, vous pouvez aller à l'école rempli de bleu. Là. Et tout. Mais il y en a une qui a un léger traumatisme crânien, tu sais, je veux dire. Il les a frappés pas à peu près, puis... Tu sais, à la limite, même si je trouve pas ça correct, là, tu sais, on avait appris qu'il voit la photo puis il la gifle, mettons. Tu sais, tu peux dire, bon, la main est partie tout seul, mais là, c'est pas ça. Là, ça a duré pendant des heures. Là, je veux dire, il revenait, il refrappait, il retournait. L'acte d'accusation m'a pas dit que c'était vraiment une apparence de torture, parce que ça a duré des heures. Là, fait que 5 mois pour ça, c'est désolant. J'espère que le mot va se passer dans cette communauté-là, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. En pleine période des vacances, les automobilistes font face à une hausse significative du prix du carburant qui a atteint son plus haut niveau depuis le début de l'année. C'est les Montréalais, évidemment, qui paient le plus cher à la pompe depuis près d'1 an. Des prix aussi élevés que 1,85 $ ont été signalés sur l'île de Montréal. Les coûts de carburant qui sont le moins chers seraient à Kanawake, où c'est environ 1,70 $. On compare à Montréal 1,85 $. Et cette hausse du carburant est directement liée à l'augmentation du prix du pétrole qui a augmenté de 15 % en 1 mois seulement. Aussi, c'est en pleine période de vacances. Les gens partent un peu partout au Québec, partent en voyage, donc ont besoin de plus de gaz. Donc, les pétrolières répondent que quand les gens on a une forte demande, eh bien on en profite un peu pour augmenter le prix. Mais si on compare à l'année dernière, là, on dit que c'est vraiment une grosse hausse. L'année dernière, à ce temps-ci, le gaz était à 2,20 $. Je sais pas si on s'en rappelle à quel point c'était historique. Là, cette année, c'est la plus grande hausse depuis 2023 à 1,85 $. Mais on voudrait pas retourner à l'année dernière. Là, c'était vraiment un énorme prix, là, le 2,20 $ pour 1 litre. Oui, c'est qu'on est parti de plus bas, en fait. Le gaz était vraiment pas cher dernièrement, avant les vacances. Puis moi, j'étais un peu plus vieux que toi, là. Puis à chaque vacances de la construction, le gaz monte. À l'approche de Noël, le gaz monte. À l'approche de la relâche, le gaz monte. Là, fait que moi, là, quand ils me font croire que c'est parce que c'est vrai que le prix du pétrole, le prix du baril a monté dans les dernières semaines. Mais avant qu'il soit raffiné puis rendu là, à Lévis, là, ça va prendre plus qu'une semaine, là, tu comprends? Fait que c'est pas le stock qui était à Lévis là, qui a coûté plus cher. C'est juste qu'on en profite. Ils savent bien que les gens qui sont allés en Gaspésie, il faut qu'ils reviennent. On a été chanceux déjà, ils nous ont donné un répit pour la première semaine de vacances. Parce que d'habitude, ça arrive le mercredi, jeudi, avant que tout le monde tombe en vacances. Puis là, la première semaine, j'étais surpris. Il n'y avait pas de hausse. Non, ça n'avait pas monté. C'est vraiment depuis lundi 31 juillet. Puis là, à un moment donné, une nuit, on s'est couché à 1,68 $. On s'est réveillé à 1,80 $. Fait que cette nuit-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les gisements de pétrole, mais ils ont pris bien de la valeur. Tout d'un coup. Ben oui.
L'identité de l'homme accusé d'avoir attaché sa conjointe à un arbre dans un boisé de Sherbrooke a été révélée. Il s'agit de Luc Saint-Pierre, qui est âgé de 52 ans. C'est un résident de Cowansville en Estrie et qui avait des antécédents judiciaires en matière de violence conjugale. Il avait notamment été reconnu coupable de communication harcelante, voies de fait et menaces en 1999. Et le calvaire de la victime aurait commencé au début du mois de juillet, selon l'acte de dénonciation qui a été déposé au palais de justice. Samedi dernier, des passants ont alerté la police après avoir vu une femme attachée à un arbre près de la rivière Saint-François, ce qui a conduit à l'arrestation de Luc Saint-Pierre. On remercie ces passants-là parce que s'ils n'avaient pas vu, la femme n'aurait pas continué à relayer l'information. Peut-être qu'on ne l'aurait jamais su. La victime présentait des ecchymoses importantes sur une partie de son corps. Elle a quitté les lieux avec l'homme avant l'arrivée des policiers. Donc, c'est vraiment les passants qui ont joué un rôle dans cette histoire-là. La victime a collaboré avec les policiers, ce qui a permis le dépôt d'accusation des faits qui ont été rapportés le 1er juillet. Et la fille de la victime, dans tout ça, s'est confiée, disant qu'elle était vraiment bouleversée par les événements, qu'elle avait tenté de protéger sa mère dans cette histoire de violence conjugale-là depuis des mois, mais que selon elle, Luc Saint-Pierre faisait vraiment tout pour l'isoler, couper les ponts avec sa fille. Ça faisait 1 an qu'elle avait presque plus de contact avec sa mère, même si elle voulait en avoir. Elle dit qu'elle avait aucun doute que Luc Saint-Pierre lui disait des mensonges, essayait de l'isoler, la contrôlait, l'espionnait, qu'il y avait vraiment beaucoup de violence. Pour l'instant, Luc Saint-Pierre demeure détenu jusqu'à mercredi au moins, qui est le jour de l'enquête sur sa remise en liberté. Cette histoire-là fait vraiment beaucoup réagir. On peut pas croire qu'on le remettrait en liberté d'ici 2 jours à peine. Et cette affaire met encore en évidence la gravité de la violence conjugale et la nécessité de protéger les victimes. Je le rappelle, elle a été attachée à un arbre. Après, elle est repartie avec son conjoint, mais c'est vraiment des passants qui l'ont vue et qui ont rapporté les faits. Donc, c'est vraiment toute une histoire. Puis là, un peu comme tantôt, c'est la même histoire. Imagine s'il est rendu à l'attacher après un arbre, ce qui a pu se passer entre 4 murs. Il est rendu à faire ça publiquement, devant les gens. Ça n'a pas de bon sens. J'espère vraiment qu'il ne sera pas remis en liberté puis qu'il va avoir une peine. C'est ça, juste qu'on pense à réévaluer, de le remettre en liberté. Ben oui. En plus qu'il y avait des antécédents aussi. Il faut qu'on le guérisse, en tout cas. La moindre des choses, c'est de le garder en dedans, de l'emmener en thérapie, de lui apprendre que ça se fait pas et aussi permettre à cette femme-là d'avoir quelques semaines pour se libérer puis parce que des fois, c'est des patterns. S'il trouver ressort, contact avec sa famille. Mais oui, parce que s'il ressort, elle va peut-être le reprendre, puis on sait comment ça fonctionne. Fait que là, il faut le sortir des griffes de cet homme-là. Ça, c'est sûr et certain. On va avoir des détails dans les prochains jours. Très triste. Tout savoir en 24 minutes. Très bonne nouvelle pour les cinémas du Canada qui l'ont eu assez difficile depuis le début de la pandémie. On croyait même que l'habitude d'aller au cinéma était complètement disparue. On prenait j'ai juste en tête les systèmes, toutes les applications pour écouter des films chez soi, mais vraiment d'aller au cinéma, c'était un peu une habitude qui avait été perdue. Et là, le mois de juillet est un mois historique pour Cinéplex, alors que plus de 6,8 millions de Canadiens ont afflué vers les salles de cinéma depuis le 1er juillet. Et ça a été un nombre record de spectateurs qui a permis à Cinéplex d'enregistrer les meilleures recettes de son histoire, quand même, en atteignant plus de 86 millions de dollars de recettes nettes au box-office. C'est beaucoup d'argent et c'est historique quand on pense que c'est vraiment la relance du cinéma post-pandémie. Évidemment, le succès remarquable du mois de juillet est attribué aux 2 films majeurs qu'on a beaucoup parlé, Barbie et Oppenheimer. Barbie a été le film le plus populaire dans les cinémas Cinéplex à l'échelle nationale, mais suivi vraiment de près par Oppenheimer et en 3e position, Mission Impossible, le bilan mortel, première partie. Et selon Cinéplex, le mois de juillet est le 2e plus lucratif de son existence, se classant juste derrière décembre 2015. Quand même, ça fait plusieurs années qu'il avait bénéficié de la sortie du film Star Wars, Le Réveil de la Force. Donc, les cinémas doivent dire merci à ces 2 productions-là. On en a parlé abondamment, mais ça va continuer aussi. Ils vont continuer d'être à l'affiche et les gens vont continuer d'y aller. D'ailleurs, toi, Jean-François, t'es allé voir Oppenheimer récemment, si je ne me trompe pas. Oui, je suis allé voir Oppenheimer. Mais je pense qu'il y a plein d'affaires dans cette nouvelle-là. D'un,
on a peut-être commencé à faire du ménage, un peu de tri dans tout ce dont on s'était abonné. Là. Tu sais, je veux dire, il y a Prime, il y a Netflix, il y en a, là, ça finit plus. Fait que là, maintenant, on en a choisi un peu. Puis il y a bien des gens qui se sont équipés aussi pendant la pandémie d'un système de cinéma, gros écran. Fait qu'à un moment donné, tu fais, hey, on va rentabiliser ça avant d'aller... C'est rendu assez cher au cinéma. Combien ça t'a coûté? Que tu allais un mardi, je sais que les mardis, c'est toujours un peu moins cher. Je suis allé cheap night, là, okay. mais on s'est pris des pop-corn puis tout ça. Là, je veux dire, ça a coûté, j'étais avec ma fille puis son chum et ma blonde, ça a coûté sûrement 75 pour aller au cinéma. Quand tu paies ton Netflix, là, je sais pas, c'est rendu à combien, mais près de 20 par mois, je crois, c'est ça? Oui, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu les additionnes toutes, c'est ça. Sauf que là, ils ont été brillants pour plein de choses. D'un, on a promis, là, j'ai un blanc avec le nom du réalisateur de Oppenheimer. Bref, on lui a promis que le film allait être à l'affiche 100 jours avant de le distribuer sur une plateforme. Christopher Nolan. Exactement. Christopher Nolan, lui avait fait mettre ça dans sa clause. Donc là, tu te dis, OK, si je veux le voir, Oppenheimer, si je veux le voir pendant que tout le monde en parle, j'ai pas le choix d'aller au cinéma parce qu'il va pas sortir avant 100 jours. Là, fait que ça, c'est dans 3 mois. Fait que ça, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'au bout de 2 semaines, il arrive sur les différentes plateformes. Ça vaut pas la peine. Ouais. Puis c'est un film aussi que tu veux voir sur grand écran. Il y a le marketing qui a été super efficace. Le fait qu'ils se soient mis... ils l'ont sorti en même temps. Tu te dis, il aurait pu attendre, mais non. Volontairement, ils l'ont sorti en même temps. Ils ont fait de la promotion ensemble. Le Barbenheimer, là, ils ont fait... Puis pourtant, c'est 2 films qui vont pas du tout ensemble, mais ils se sont servis de ça pour en faire la promotion. Et l'autre affaire, c'est que c'est 2 films que ça nous tentait de voir. 2 bons films. On ajoute à ça Mission Impossible, parce qu'on va se le dire depuis... Nous autres, moi, ma fille étudie en cinéma, fait qu'on veut y aller au cinéma parce qu'elle veut en voir des films, elle veut voir différents modèles, tout ça. Il n'y avait rien au cinéma. Depuis le début de l'année, c'était pauvre, là. Hey, plein de fois, on fait « on va-tu au cinéma? » Tu regardes la liste, tu fais « il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. » Fait que, tu sais, mettez des bons films, des films que ça nous donne le goût d'aller voir, puis ça fait en sorte qu'on a des mois records. Vraiment, c'est vraiment historique ce qui se passe en ce moment, puis ça va continuer. Bien hâte de voir, comme tu dis, le film va rester à l'affiche 100 jours, je sais pas, pour Barbie. Puis moi, ce qui me marquait avec Barbie, je suis pas là encore, mais c'est la façon qu'ils ont fait leur marketing, où les gens vont presque habillés en Barbie. J'étais allée au 10-30 l'autre fois magasiner, puis j'ai vu les gens qui allaient vers le cinéma en talons hauts roses, avec des robes roses, entre amis, on va voir Barbie, même des gars habillés avec une petite chemise rose. Fait que je pense que c'est vraiment le fait, si tu vas le voir chez toi, tu t'habilles en rose. C'est un peu plus plate que tu vas au cinéma puis tu sais que lui, là-bas, c'est ça, ils ont réussi à faire en sorte qu'il se passe de quoi. Tu sais, dans le cas d'Oppenheimer, tu voulais aller le voir pour le sujet. Puis dans le cas de Barbie, parce que c'est trendy, on va dire ça comme ça. C'est drôle parce que pas plus tard que ce midi, mon gars puis ma fille regardaient pour aller au ciné-parc ensemble. Puis là, ma fille, elle dit, j'imagine que tu vas vouloir aller voir tel film puis tel film. Mon gars, il dit, non, je veux voir Barbie. Juste parce que il veut tu sais, quand tout le monde se met à parler d'un film, tu veux toi aussi pouvoir parler du film. Fait que, tu sais, ils ont réussi vraiment avec ça à toucher tout le monde. Puis, soit dit en passant, c'est Mattel. J'ai lu que Mattel ont cédé les droits là, de plusieurs films. Là, eux autres, ils ont plein de jeux, là, comme Barbie. Il y en a d'autres jouets. Donc, il y a un paquet de films signés Mattel qui va s'en venir là, dans les prochaines années. En terminant, une nouvelle qui m'a fait vraiment rire après une vidéo virale d'un des ours qui se tenait sur 2 pattes arrière comme un humain d'un zoo chinois. En fait, je vous explique, c'est parti. C'est un zoo vraiment très populaire en Chine où des touristes allaient voir l'enclos des ours puis se sont rendus compte que l'ours ressemblait étrangement à un humain. Les gens se sont mis à le filmer, ont commencé à relayer ça sur les réseaux sociaux. Jean-François, je t'ai montré la vidéo. Oui. Je peux pas croire. Le zoo se défend, disant que c'est définitivement pas un humain, que c'est une sorte d'ours. Je l'ai ici. Des ours polaires de Malaisie qui sont plus petits que d'autres spécimens et ont une apparence légèrement différente. Donc, c'est pour ça qu'ils ont l'air un peu d'un humain quand ils s'assoient. Mais je te l'ai montré, là, c'est définitivement un monsieur avec un costume. Ouais. On dirait, tu sais, mettons, une journée, on fait « l'ours est malade, on va mettre quelqu'un dans le costume. » Je veux dire, l'ours a des petites fesses en arrière, là, puis on voit le costume qui plisse un peu dans le bas du dos, puis il a l'air d'avoir un trou un peu... sous le visage. Oui, pour qu'il respire, parce qu'il fait 37 degrés présentement. Là. Honnêtement, c'est pas fort. Là. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que les vidéos sont devenues tellement populaires que le zoo a dû répondre, disant « Hey, c'est un vrai ours qu'on vous présente. » Donc là, tous les touristes vont au zoo pour voir
le supposé Ben oui. faux ours. Donc là, le zoo dans tout ça gagne vraiment en popularité. Les vidéos continuent de circuler. Mais J'imagine qu'il n'est plus là, l'ours. Là. Ben, il est devrait toujours l'avoir là. enlevé. Mais Ben, je vous annonce en fait que les gens vont vraiment voir en riant le faux ours. Le zoo continue à dire que c'est un vrai. J'ai bien hâte de voir là, si finalement ils vont peut-être avouer que c'est un humain. Mais en ce moment, il gagne beaucoup en popularité parce que tout le monde le rit puis veut aller voir le faux ours dans son enclos. Faut que je lui donne ça, il bouge bien. Pour vrai, non, mais il imite quand même bien les mouvements de l'ours. Là. Tu sais, si tu le regardes vite, tu peux y croire. C'est quand tu J'espère qu'il est regardes. payé cher pour faire ça. Tu regardes comme il faut. Je crois pas. Je croirais pas. Non, j'imagine de ce temps-là, ils ont dit, garde, le reste dans le fond de l'enclos. Fais semblant de dormir, là, puis t'occuper de tes... Va hiberner. Je sais pas si tu hibernes à Ouais. Chine. Mais... Hiberne en juillet, mon ami. Ça serait mieux. Alors, c'était Tout savoir en 24 minutes avec Florence.